Donc suite aux précédents éléments donc, que vous avez tous eus et à l'orientation du CLIC, il y a la gestion de cas qui va se positionner. Dans le cadre de cette situation, en fait, l'orientation, elle est faite parce qu'elle réunit l'ensemble des critères nationaux qui permet justement de faire appel à la gestion de cas. Donc, dans le cadre de cette dame oui mais non, donc on a vu qu'elle avait été régulièrement hospitalisée suite à des chutes, qu'il n'y avait pas de suivi médical, qu'il y avait un refus, donc soit aléatoire, soit systématique, des aides qui étaient proposées, un domicile encombré et également, donc c'est une personne qui est isolée. Donc en fait, c'est ce cumul de problématiques qui justifie l'entrée en gestion de cas. Parce que chaque problématique, mise à part chacune de leur côté, aurait pu être gérée donc différemment. Donc on va faire un petit rappel peut-être sur la gestion de cas. Donc à savoir que c'est un suivi renforcé sur le long cours pour des situations qu'on classifie de complexes. Donc au niveau des critères, il y a forcément un maintien à domicile qui est compromis en raison donc, de problématiques médicales, des problématiques d'autonomie donc fonctionnelle et décisionnelle, des aides et des soins qui sont donc soit inadaptés, soit insuffisants. Donc dans le refus, hein, bien évidemment, ça se comporte dedans. Et également, personne dans l'entourage qui est en mesure de mettre en place les aides nécessaires et les coordonner sur la durée, donc pour répondre aux besoins. Alors, au niveau de l'orientation, donc c'est forcément par un professionnel via un formulaire spécifique. Donc, on pourra également vous en transmettre si vous le souhaitez. Il y a donc la prise en charge, en fait, elle se termine uniquement donc, quand il y a une entrée en institutionnalisation ou le décès de la personne ou un déménagement. Voilà, donc ça, c'est les critères de fin de prise en charge. C'est un service qui est gratuit. Il y a 4 mayas sur le territoire, donc je ne sais pas si on va voir le... Voilà. C'est bon, Oui, c'est bon. Donc au niveau de la prise en charge en gestion de cas, d'une manière un peu plus précise, donc lors de l'orientation, la gestion de cas en fait elle va échanger avec l'ensemble des professionnels qui gravitent autour de la personne afin de récolter donc l'ensemble des éléments et des évaluations qui ont été menées donc au préalable. En parallèle, et c'est donc aussi un petit peu l'essence même du travail, c'est-à-dire que la personne, le gestionnaire de cas, va se mettre en lien avec la personne, donc là, dans ce cas-là, Madame oui mais non, en essayant de travailler sur l'instauration d'un lien de confiance qui va être donc la base du travail qui va pouvoir être mené par la suite, et tenter également de s'identifier en tant que référent, donc c'est-à-dire auprès de la personne, mais également auprès des partenaires, car le travail partenarial et la transmission d'infos est quand même un des piliers, en tout cas, de la gestion de cas et des missions. Au cours des premiers mois d'accompagnement, on va pouvoir établir une évaluation multidimensionnelle, donc en fonction des évaluations qui auront été menées au préalable. Donc on va essayer de capitaliser sur l'évaluation de chacun. En reprenant donc des items qui sont référencés, donc vous les avez en bas. Donc les attentes de la personne et de son entourage, le volet familial, social et budgétaire, les habitudes et cadres de vie, tout ce qui est volet psycho-comportemental et cognitif, l'aspect médical et voilà, les aides qui sont mises en œuvre et les volets d'activité et réalisation effective. Donc cette synthèse, elle permet notamment d'être transmise à l'ensemble des professionnels qui vont entrer dans le parcours de soins de la personne. Donc par exemple en cas d'hospitalisation, on peut tout à fait transmettre cette synthèse donc, au médecin, à l'assistante sociale, pour qu'ils aient d'emblée tous les éléments et qu'ils puissent eux aussi capitaliser sur le travail qui a été fait et prendre en charge la personne dans sa globalité. Ça va être également fait, alors je rebondis juste là-dessus par rapport aux mandataires judiciaires,
Lorsqu'on sait, en tant que gestionnaire de cas, qu'il y a une mesure de protection qui est en cours, sachant, voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, que ça prend toujours un temps certain, on essaye d'être assez alerte sur le suivi de cette demande et lorsqu'on a la possibilité d'en avoir connaissance, de se mettre en lien avec le mandataire dès sa nomination afin de lui transmettre les éléments et également l'introduire favorablement auprès de la personne qu'on a en charge en gestion de cas. Donc, à partir de cette synthèse, ce qui est propre aussi donc, à la gestion de cas, on va établir ce qu'on appelle un PSI, donc un plan individualisé de soins. Donc, pour essayer de vous expliquer le PSI de la manière la plus succincte possible et la plus claire, c'est une feuille de route commune à l'ensemble des professionnels qui sont impliqués dans la situation de Madame Oui mais non. Donc, il permet de rappeler en fait les axes de travail par item et répartit aussi le travail entre chaque professionnel sur justement tous ces items répertoriés. Ce PSI, il permet de faire état donc, des besoins qui sont comblés. Donc, par exemple, si la personne accepte un prestataire, donc par exemple un SAD, on pourra le noter voilà, en mettant la référence sur ce document. Et ça fait état également donc, des besoins qui sont non comblés. Ce qui est assez révélateur après, parce que ça nous permet de voir à partir de quelle problématique c'est entraîné, donc à savoir si c'est un refus de la personne, si c'est un refus de la structure, si c'est lié à d'autres éléments comme des limites financières, ou soit tout bêtement si la démarche est en cours ou à effectuer. Les PSI donc, sont réévalués tous les 6 mois, ou préalablement s'il y a une aggravation ou une modification. Donc, le constat, par exemple, dans ce cas-là d'aggravation, on va pouvoir, en tant que gestionnaire de cas, donc, être assez alerte dessus, dans le sens où on a vraiment une intensité de suivi, c'est-à-dire qu'on doit rencontrer la personne assez régulièrement. Donc pour le cas présenté donc aujourd'hui, le gestionnaire de cas va pouvoir se rendre compte effectivement que la situation se dégrade, noter une dénutrition, une respiration difficile, des œdèmes des membres inférieurs, le SIAD qui n'arrive toujours pas à intervenir de façon régulière. Donc, afin de limiter les risques et d'éviter également le passage via les urgences, le gestionnaire de cas peut prendre contact avec l'hôpital et faire une demande d'admission directement donc en UGA, en unité gériatrique aiguë. Alors là, c'est le cas idéal, c'est-à-dire c'est le cas où effectivement on nous appelle pour nous demander de prendre en charge un patient. C'est le cas d'un certain nombre de patients, puisqu'on est à peu près dans les unités d'aigus, que ce soit à Levallois, à l'IHFB, ou que ce soit à Courbevoie et dans les autres hôpitaux autour. Dans les unités gériatriques aiguës, on reçoit à peu près 30% des patients sur appel des médecins traitants ou des professionnels libéraux. Et le reste arrive plutôt par les urgences. Donc malheureusement, la plupart des gens qui arrivent dans nos services arrivent plutôt par les urgences et en général, ils n'ont pas eu le choix de venir chez nous, pour être tout à fait honnête. C'est-à-dire qu'on les a orientés depuis les urgences vers une unité de gériatrie aiguë quand il y avait de la place dans nos unités qui sont sous-dimensionnées par rapport aux besoins de la population dans un certain nombre de territoires. Ici, à Courbevoie, vous avez la chance sur le territoire Maya d'avoir plutôt un nombre de lits d'aigus gériatriques assez important, donc qui permet de répondre aux besoins. Mais effectivement, ce sont des unités qui sont dédiées à gérer des situations de crise médicales. Donc il faut une raison médicale pour rentrer en UGA. Là, l'amaigrissement, la perte d'autonomie et l'aggravation de la situation au domicile était un bon exemple effectivement de cette situation avec l'apparition d'œdèmes. C'est des situations aiguës et en général, les unités d'aigus ne prennent que ces patients-là, c'est-à-dire des patients où on va les hospitaliser dans les 24-48 heures après l'appel ou après passage aux urgences et on va les garder en général une moyenne de 10 jours, donc pas très longtemps, mais ça permet d'avoir des bilans un peu complets, que ce soit des bilans d'évaluation par des professionnels, les infirmières, les aides-soignantes, les psychologues, les diététiciennes, les médecins, et d'avoir effectivement une prise en charge globale en ayant posé la personne, et je dis bien posé parce que c'est vrai que ça permet effectivement de mettre quelqu'un 24 heures sur 24 sous l'œil et sous le regard de professionnels qui vont pouvoir évaluer les différentes problématiques. Ce qui est toujours très difficile à domicile parce qu'il y a des passages ponctuels et au moment des passages, la personne peut être bien, peut être mal, peut être acceptée ou ne pas acceptée, alors qu'à l'hôpital, finalement, souvent les gens sont en refus au début et finalement ces gens qui sont dans le refus, dans l'opposition à domicile, finalement au bout de 24, 48, 72 heures d'hospitalisation, quelquefois, et même le plus souvent, dans un service de gériatrie aiguë où les professionnels sont habitués à ces gestions,
les patients finalement s'adaptent, s'habituent et finalement ça se passe plutôt pas mal. Et moi je trouve que c'est un bon critère pour dire que oui, le maintien à domicile c'est peut-être le souhait de la personne et elle le dit en disant je veux rentrer chez moi, mais finalement elle est contente d'aller discuter avec les infirmières, aller discuter avec la voisine de chambre, aller discuter avec tout le monde et finalement elle se resocialise ou elle retrouve une certaine autonomie et une certaine capacité à faire les choses quand elle est en institution entre guillemets provisoire, puisque l'hospitalisation est une institution provisoire, mais malgré tout, c'est un bon test pour savoir si c'est le moment ou pas d'institutionnaliser les gens. Alors, nos structures sont en général réparties là, sur le territoire, vous en avez 2, et le but de ces structures, c'est faire des diagnostics. Alors, on a des plateaux sur Courbevoie, on a la chance d'avoir le scanner, l'IRM, les échographies, les radios, on peut faire des fibroscopies, des échographies cardiaques, etc. Cette dame, en fait, quand on reprend le dossier, avait un ulcère gastrique qui avait entraîné une anémie, qui avait entraîné une insuffisance cardiaque, et c'est pour ça qu'elle était si mal. Mais la chance de l'ulcère gastrique, c'est que ça traite avec un comprimé par jour, donc c'est assez simple, et ça permet effectivement de retrouver une autonomie antérieure. Et son état s'était aggravé aussi sur le plan cognitif, parce que dans les maladies cognitives, toute pathologie organique, quelle soit d'origine cardiaque, générale, inflammatoire, infectieuse, ou ce que vous voulez, ou rétention d'urine ou fécalome, peut aggraver les troubles cognitifs. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on retrouve quelquefois un état cognitif meilleur après le traitement d'une pathologie aiguë. Donc voilà. Et cette dame était dénutrie, avait perdu pas mal d'autonomie, donc on l'a envoyée en SSR. Voilà. Et donc le SSR, c'est chez nous. SSR, c'est soins de suite et normalement et rééducation. Moi, je préfère et de loin le terme anglo-saxon de réhabilitation. Le SSR, vous l'avez compris, c'est une plaque tournante. L'UGA reçoit les patients en aigu, font un diagnostic, nous l'envoie. Alors, pas tous, parce que ceux qui vont très bien vont retourner au domicile et tant mieux. C'est à peu près 40% des cas d'UGA qui partent en SSR. Les autres sont plus difficiles, soit ils ont des pathologies très lourdes dont ils ne se remettent pas, soit l'autonomie n'est pas encore entièrement recouvrée, soit il faut effectivement mettre une protection juridique, soit il faut s'occuper du domicile, soit il y a un problème de spoliation ou une famille un peu complexe et on préfère, en nous avertissant d'ailleurs, nous envoyer ces patients-là pour qu'on temporise les situations. Et nous, on les garde entre plutôt 45 jours. On est à 45 jours parce qu'on reçoit aussi beaucoup d'accidents vasculaires cérébraux qui sont beaucoup plus longs à rééduquer et à réadapter. Qui nécessite bien sûr ce qu'on fait de façon rituelle, mais également dans les UGA, des staffs pluridisciplinaires, parce qu'on ne décide pas tout seul, derrière son écran ou devant son patient, du devenir du patient. Il est bien entendu que les familles sont concertées, le patient également, sauf s'il est dans une situation où il ne peut plus s'exprimer. Et quand bien même, on essaiera quand même de lui demander son avis. C'est aussi le soin de suite peut être aussi, comme chez nous, des soins de fin de vie, puisqu'il y a des lits dédiés à la fin de vie, et que lorsqu'on a suivi un patient en onco, en cancéro, et que ça tourne mal pour lui, c'est quand même plus agréable, entre guillemets, pour lui et sa famille, d'être dans la même institution, avec les mêmes têtes, les mêmes médecins qui s'occupent toujours du même patient, et ça adoucit un petit peu, j'allais dire, le départ. Donc, le soin de suite est indispensable à la réautonomisation du patient. On n'y arrive pas toujours, mais en étant très lourd, on remet quand même 50% de nos patients au domicile, ce qui prouve qu'on essaye de suivre la volonté primaire du patient. Bien sûr, et encore une fois, l'institution, ce n'est pas une punition. Très souvent, c'est la meilleure solution plutôt qu'un logement où de toute façon, on ne pourra pas intervenir ou pas suffisamment ou pas clairement, parce que je vous rappelle qu'au domicile, il y a un problème majeur qui est celui des médecins traitants qui ne veulent plus ou qui ne peuvent plus se déplacer, des rééducateurs qu'on n'arrive plus à trouver et qui ne se mobilisent pas. Et notamment dans le post-AVC, il est essentiel de pouvoir poursuivre des rééducations, parfois 6 mois, 1 an, pour maintenir une autonomie restante. Donc le SSR, c'est la plaque tournante, elle est indispensable, comme est indispensable aussi l'UGA. Il faut savoir que ça se fait dans les deux sens. Si on a une problématique avec un patient, s'il s'aggrave pour des raisons quelconques, eh bien sûr, on rappelle Christine, Saskia, pour savoir s'ils peuvent nous reprendre le patient, faire un diagnostic, voir s'il n'y a pas quelque chose qui nous a échappé. Et ainsi, on arrive à avoir un travail commun de qualité. Voilà. Alors, sur le secteur, vous avez 3 SSR, vous avez la Cité des Fleurs, vous avez la Villa Marie-Louise et vous avez l'hôpital Rive de Seine.
Voilà. Et on peut peut-être ajouter une précision, c'est qu'on a également maintenant des HDJ SSR qui permettent de poursuivre ce travail de Ce n'est pas le sujet, mais effectivement, on a pu créer depuis 2015 maintenant un hôpital de jour de rééducation, où on a la chance d'avoir un gros plateau technique qui nous autorise à faire 2 ateliers de rééducation plus une activité individuelle par jour. Et ceci permettant de maintenir justement des patients qu'on a pris parfois en hospitalisation complète avant, qui sont chez eux, qui n'ont plus des aides parce que plus d'orthophonie, plus d'ergo, enfin on ne va pas répéter les mêmes choses, et qu'on reprend 2 à 3 fois par semaine sur un rituel de 6 à 8 semaines, et qu'on retape sur le plan de l'autonomie, y compris cognitive, puisqu'on a la chance d'avoir pu recruter notre Alicia espagnole, qui nous fait des bilans et qui fait de la stimulation cognitive à fond la caisse en HDJ SSR. Alors juste une petite précision, donc c'est qu'en fait pendant donc soit l'hospitalisation en UGA soit en nécessaire, la gestion de cas bien évidemment reste positionnée donc pour faire le lien avec les équipes et également maintenir le lien avec la patiente. Donc ça permet voilà, de tenir au courant tous les services qui sont propres au domicile, notamment là donc dans la sortie pour l'acceptation des aides. Donc Madame va ressortir donc de l'hôpital avec le maintien du SIAD et la mise en place d'aides à minima. Et donc on va porter une attention donc toute particulière pour suivre cette acceptation donc dans le temps. Souvent, l'hospitalisation permet justement de faire mieux accepter les aides après. C'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que les gens ont eu effectivement, ils sont sortis de chez eux, ils ont été vus et ils ont été pris en charge dans une institution. Ils n'ont pas forcément envie de rester dans l'institution, mais quelquefois après le passage en hospitalisation, ils acceptent un petit peu mieux les aides. Ce n'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, ça permet effectivement de gagner un petit peu en aide à domicile. Voilà, donc la protection juridique enfin arrive. Voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, comme la cavalerie, un peu après. Voilà, donc je vais vous présenter de façon très synthétique le dispositif de la protection juridique. Et puis après, Madame de l'association du troisième âge nous parlera de pratiquement comment ça se passe, quelles sont les actions concrètes qu'un mandataire judiciaire met en place. Alors, la mission d'un service de protection juridique, comme ça a été dit très justement tout à l'heure, c'est de protéger, c'est de s'assurer, de veiller à la sécurité de la personne. Bon, mais ça a déjà été pas mal fait jusqu'à présent. Dans le cas de Madame, voilà, oui mais non. Voilà. Alors, maintenant, quelle va être la valeur ajoutée d'un service mandataire judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ? Les moyens qui sont mis à notre disposition, en fait, nous, on va intervenir principalement sur la gestion des ressources de la personne protégée. Ça, c'est notre particularité. Aucun des intervenants qui sont intervenus jusqu'à présent ont pu intervenir sur justement cette gestion des ressources. Et ça a été dit justement aussi tout à l'heure, quand il y a une altération des facultés mentales, bien sûr, il peut y avoir très souvent des abus financiers qui vont qui peuvent mettre en danger la personne parce que du coup, il faut s'assurer qu'elle ait assez d'argent pour s'alimenter, assez d'argent pour continuer à payer son loyer ou ses traites, etc., de façon à pérenniser le logement, l'accès aux soins, etc., etc. Voilà, donc on intervient sur le budget et on va veiller bien sûr au respect des droits de la personne. Les respects des droits de la personne, c'est une notion assez large, mais on l'a vu, ce sont les droits sociaux, c'est-à-dire toutes les prestations sociales auxquelles elle peut avoir droit, important, là on revient sur les ressources, mais c'est aussi l'accès aux soins, c'est le droit à la santé, donc c'est mobiliser, là c'est super, la concierge a très bien fait son travail, elle a signalé au clic, tout le monde s'est mis en action, c'est formidable, mais comme le disait tout à l'heure une autre mandataire judiciaire, bien souvent, on arrive, il n'y a personne. C'est parce que la personne est tombée chez elle et qu'on a entendu crier que les pompiers sont arrivés, qu'il y a une mesure de sauvegarde très très rapide qui est mise en place, enfin très rapide, pas toujours si rapide que ça, et on intervient, il n'y a personne. Tous les services dont on a parlé
jusqu'à présent. Voilà, donc ça va être notre travail aussi, du coup, d'interpeller le clic, d'interpeller les services, etc., pour que la personne ait accès aux soins adaptés. C'est aussi le droit au logement, etc. Voilà, alors, pourquoi, mais bon, ça a déjà été un petit peu dit, pourquoi un service de mandataire judiciaire va intervenir? Eh bien, parce qu'il y a une altération des facultés de la personne qui ont été constatées par un médecin agréé. Voilà. Voilà, un médecin psychiatrique, voilà, mais tout à fait, et il y a un certificat médical circonstancié qui va être rendu. Et c'est que dans ce cas-là, effectivement, que le procureur de la République va se saisir et va envoyer le dossier au juge des tutelles. Voilà, c'est pour ça que c'est si long, parce que le circuit est un peu complexe. Alors, voilà les raisons pour lesquelles, effectivement, il va y avoir une mesure. Dans 98% des cas, ça a été dit, les personnes, elles ne sont pas d'accord. Hein. Nous, on arrive sur notre beau destrier blanc en disant on arrive pour vous protéger, et la personne a dit mais moi je vous ai pas appelé. Ah bon? Mince alors. Voilà, effectivement. Alors, le juge des tutelles, à partir du moment où le dossier arrive sur son bureau, il va nommer un tuteur ou un curateur. La loi lui demande de nommer en priorité un curateur ou un tuteur familial. C'est ce qui se passe en fonction des territoires, entre 50 et 60% des cas. C'est la famille ou des proches qui vont prendre en charge la mesure de protection. Les professionnels, donc les mandataires qui exercent à titre individuel ou les mandataires qui exercent dans une association, n'interviennent que dans 45 à 50% des cas. Sur le département des Hauts-de-Seine, il y a 5 associations qui interviennent et plus d'une cinquantaine de mandataires individuels. Voilà, pour planter le décor. Il faut savoir que très récemment, l'État a débloqué quelques fonds, pas beaucoup, mais voilà, il l'a fait, pour que les professionnels viennent en soutien des tuteurs familiaux. Voilà. Parce que parfois, la matière est un peu technique et effectivement, des tuteurs familiaux peuvent se trouver un peu désemparés voilà, sur l'exercice de cette mesure. Voilà, alors la mesure, on a écrit qu'elle était le plus souvent effectivement prononcée pour un délai de 5 ans. Ça peut être moins. Quand le juge n'a pas assez d'éléments, il va prononcer une mesure pour 2 ans. Voilà. Et puis, si la personne effectivement revient à une certaine autonomie, il sera toujours temps de lever la mesure. Hein. Ce n'est pas comme une peine de prison. Hein. Il n'y a pas un délai incompressible. Hein. Il peut y avoir une mesure qui peut être prononcée pour 5 ans. Si la personne demande la mainlevée de sa mesure et ou que le mandataire trouve qu'effectivement il y a un allègement de mesure ou une mainlevée de mesure qui peut être possible, le juge des tutelles peut être saisi à tout moment. Voilà, c'est important quand même de le dire. Voilà. La mesure, effectivement, du coup, peut être financée en partie par la personne protégée. Il y a un barème légal. Ça sera en fonction de ses revenus. Ça fonctionne un peu, voilà, comme par tranche, comme l'impôt sur le revenu, en fonction des revenus de la personne. Mais une personne qui ne perçoit que l'allocation adulte handicapé, par exemple, n'aura rien à verser pour financer sa mesure. C'est une mesure qui est à la charge de l'État. Voilà. Voilà. Alors, il faut savoir, bon, par exemple, hein, qu'une association comme la T92, 70% du budget d'une association comme la T92 est financé par l'État. Hein. Voilà, la participation des personnes protégées n'est pas très élevée dans le budget. Il faut savoir aussi que les budgets qui nous sont octroyés, mais aussi notre périmètre d'intervention, fait que un délégué mandataire judiciaire, un mandataire judiciaire, va s'occuper à peu près de 55 à 60 personnes. Voilà, la moyenne régionale, Île-de-France, elle est de 58. Voilà, hein, donc
faut bien comprendre que le mandataire judiciaire, sa première mission, elle va être budgétaire administrative, hein. Ça va être 65%, 60 à 65% de sa charge de travail, et ça va être de mobiliser les partenaires. Mais voilà, le mandataire judiciaire, compte tenu du nombre de personnes qui lui sont confiées, ne va pas pouvoir passer une fois par mois au domicile de la personne protégée. Dans certains cas, quand il y a une situation effectivement qui le nécessite, ça va être le cas, mais il va le faire pendant 3-4 mois parce qu'il y a une situation de crise. Voilà. Mais il ne va pas pouvoir le faire régulièrement sur 60 personnes, ou alors il faudrait que les semaines soient de 70 heures. D'où l'intérêt d'avoir un travail conjoint entre les mandataires et les gestionnaires de cas quand ils ont été mis en place pour permettre effectivement une prise en charge adaptée. Tout à fait. Tout à fait. Oui, vous avez raison. Merci de faire ce lien. Les préoccupations du mandataire judiciaire vont être la même qu'un gestionnaire de cas. Sans partenariat, on ne peut pas travailler. Voilà. Voilà. Et puis, très rapidement, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes mesures, hein. La sauvegarde, c'est une mesure d'urgence. Voilà, c'est une mesure provisoire. La différence entre la curatelle et la tutelle. En curatelle, on va s'occuper de la même façon du budget. Donc ça va être aussi contraignant. Hein, une curatelle renforcée, une tutelle va être quasiment aussi contraignante pour une personne protégée sur le budget. Elle perd. Bien sûr qu'on va lui demander son avis. Bien sûr qu'on va construire un budget en fonction au maximum de ce qu'elle souhaite, mais la décision finale, elle ne l'a plus sur son budget, que ce soit en curatelle renforcée ou en tutelle. Par contre, pour tout le reste, en curatelle, on va conseiller la personne. En tutelle, on va conseiller aussi la personne, mais on va pouvoir même faire à sa place. Voilà, c'est la grande différence, c'est qu'en tutelle, le mandataire judiciaire, s'il est vraiment de l'intérêt de la personne protégée, que ça soit fait, on va pouvoir signer à sa place. Voilà, c'est la grande différence dans les grands principes. Mais voilà, on va vous dire maintenant concrètement quelles sont les actions dès qu'une mesure est confiée. Qu'est-ce que le mandataire fait? Je voulais revenir sur le fait que c'est une mesure de protection. Bien sûr, on est là pour les protéger, mais je rappelle que c'est une violence pour la personne qui va en bénéficier au départ, parce que c'est une privation de sa liberté. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'un juge intervient. Donc, pour la personne qui va bénéficier de la mesure, bien souvent, c'est considéré comme une atteinte profonde à sa liberté. Et dans le cas de Madame Oui, mais non, vous avez bien compris qu'elle va forcément ne pas être d'accord. Donc, nous recevons un beau matin une lettre recommandée du tribunal et nous voyons que nous avons soit un jugement, soit une ordonnance qui nous désigne comme mandataire spécial si c'est une ordonnance, qui nous dit que nous sommes curateurs ou tuteurs d'une personne que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais vue et dont nous ne connaissons rien de la vie. Donc, nous allons commencer par faire un espèce de travail de détective, je vais dire. C'est un peu ça, notre métier au départ. On va chercher, en allant au tribunal, consulter le dossier, qui a été à l'origine de la demande de la mesure, pour prendre contact avec cette personne qui va nous donner un minimum de renseignements. Et quand on peut, pour la première visite auprès du protégé, faire une visite conjointe avec la personne qui connaît déjà un peu la situation, pour nous, je dirais que c'est la voie royale. Et donc, on est toujours très friand de pouvoir faire cette visite avec un travailleur social ou un gestionnaire de cas ou qui connaît bien déjà la situation et qui va nous donner un certain nombre de renseignements puis qui va nous introduire auprès de la personne qui la connaît déjà. Après, il va falloir informer tous les organismes que nous sommes désignés. Donc, ça fait un certain nombre de lettres à faire, très administratives, et naturellement, en premier chef, les banques. Alors là, vous parlez de délai. En ce qui concerne les moyens de paiement que nous allons avoir à notre disposition, puisque nous allons gérer le budget de la personne, ça peut prendre parfois un mois, ça m'est arrivé 2 mois, ça m'est arrivé que mon protégé décède avant que je puisse les avoir. Donc, ce n'est pas parce qu'on a été nommé que tout va pouvoir se débloquer comme ça en quelques jours. Hein. Il nous faut un temps vraiment de mise en place de tout le système.
ensuite, quand on va rencontrer la personne qui nous est confiée, il va falloir arriver d'abord à gagner sa confiance, ce qui n'est pas forcément évident. Et ensuite, il va falloir élaborer avec elle ce qu'on appelle un document individuel de protection du majeur. On va essayer de lui faire dire au maximum quels sont ses souhaits, ce à quoi il tient absolument. Rester au domicile, voir telle personne, pouvoir de temps en temps retourner dans son lieu de vacances, on voit toutes sortes de choses. Et il va falloir que nous, en face, nous puissions mettre nos préconisations. Ça peut être justement plus d'heures d'aide à domicile, parce qu'on sent que la personne en a besoin, ou lui faire comprendre que malheureusement, le budget ne va pas forcément lui permettre de réaliser tout ce qu'elle souhaiterait. Donc, c'est tout un travail de négociation, je dirais, entre ce que la personne est capable d'exprimer comme souhait et ce qui est possible de mettre en place en fonction de ses souhaits. Donc, il va falloir qu'on fasse une évaluation globale de sa situation, un recueil de ses besoins et qu'on établisse, bien sûr, un budget, qu'on soit au courant de ses ressources, qu'on soit au courant de ses dépenses et qu'on puisse voir quelle va être la possibilité de faire des choses en plus, entre guillemets. Vous voyez, une fois qu'on aura assuré toutes les dépenses et perçu toutes les ressources. Très souvent, on s'aperçoit qu'on va découvrir des ressources tout à fait insoupçonnées. Il y a énormément de personnes âgées qui n'ont même pas pensé à demander leur retraite complémentaire, par exemple. Et tout d'un coup, c'est le gros lot. On s'aperçoit qu'il y avait une retraite qui avait été oubliée. Chouette, ça c'est super. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est plutôt, il m'est arrivé de faire vivre des personnes avec 50 € par semaine. C'est quand même pas énorme. Donc, une fois qu'on a fait ce budget, qu'on va devoir présenter un budget prévisionnel, qu'on va devoir présenter au juge. Et là, ensuite, chaque année, il va falloir rendre compte au juge de notre gestion. Et on doit également faire des commentaires, un rapport de situation sur l'état d'avancement de la mesure, ce qu'on a pu mettre en place, ce qu'on n'a pas pu mettre en place, les projets, les difficultés qu'on a rencontrées. La relation avec le juge, elle est très importante parce que d'abord, il y a un tas de choses, par exemple en tutelle, qu'on ne peut faire qu'avec son autorisation. Donc, il faut qu'on fasse des requêtes, il faut qu'on attende qu'elle nous réponde. Voilà. Et donc, le lien de confiance avec le greffe du tribunal et avec le juge est aussi très, très important. Nous avons essentiellement besoin de vous tous, partenaires, parce que on ne peut pas, un mandataire judiciaire, ce n'est pas un magicien. Il ne peut pas tout régler. Voilà, son rôle, c'est de protéger la personne, c'est d'arriver à utiliser au mieux les ressources pour son bien-être et pour qu'elle vive du mieux possible et dans l'environnement qui lui convient le mieux. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, on a besoin de vous tous pour exercer cette mission, qui est une mission passionnante, pas toujours facile, mais vraiment passionnante. Voilà. Je t'en prie, après on va faire juste un petit, enfin, c'est pas un aparté parce que ça compte normalement et ça concerne quand même tous nos patients âgés. Vous savez que le droit de vote, c'est essentiel pour eux. Ce sont des gens qui ont toujours voté, qui n'avaient pas connu d'ailleurs ce droit de vote avant, donc c'est important. Et sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez être sous tutelle et avoir le droit de voter. Donc c'est important. C'est important, hein. Ça fait partie de la nouvelle réforme où le juge demande au médecin qui fait le certificat médical circonstancié de préciser si le droit de vote est important pour ce patient ou pas et qu'on peut effectivement mettre une tutelle avec conservation du droit de vote. C'est important, à mon avis, dans le sens où 90% n'iront pas voter, mais ils ont le droit de le faire. Et ça, pour moi, c'est essentiel. C'est un droit de liberté. Donc du coup, on va profiter, on va avoir une petite dizaine de minutes qu'on peut consacrer donc à des échanges. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous le signaler.
Ah, il y a une question. Ça y est, il y a une question. Tout était tellement très clair qu'il n'y a même pas besoin de questions. Oui, ça marche. Oui, moi c'était plus par rapport à la première table ronde, la différence entre CLIC et CCAS, quand est-ce qu'on fait appel à l'un, à l'autre, quels sont leurs rôles bien distincts. Merci. Alors, je peux peut-être essayer de répondre. Et puis, il y a des représentants des CCAS et des CLIC dans la salle. Donc, surtout, n'hésitez pas à compléter ce que je vais indiquer. Donc, le CCAS, c'est vrai que pour les personnes âgées, notamment, c'est un lieu qui est très bien identifié parce que c'est souvent, je vais m'adresser à la mairie. Et donc, je vais bénéficier d'informations générales. Ensuite, le CLIC, c'est un service spécifique. Donc déjà, c'est un établissement médico-social qui est spécialisé auprès des personnes âgées. Comme on vous l'expliquait, il y a différents labels. Donc avec, en général, le label 3 sur les Hauts-de-Seine qui fait que c'est un lieu où on va pouvoir avoir de l'information sur les différents services. Donc avoir de l'accueil, de l'écoute, de l'information, une évaluation globale de sa situation et puis de la mise en place de services. Après, vous avez par exemple sur la commune de Puteaux un CCAS qui, donc il n'y a pas de CLIC sur Puteaux, mais il y a une coordination gérontologique. Donc un CCAS qui a monté son service de façon à avoir du personnel dédié à la mission personnes âgées. Donc c'est vrai que ça, après, c'est propre à l'organisation de chaque commune. Disons que si j'essaie d'être très très rapide dans la réponse, on va dire que dans la plupart des CCAS, souvent les personnes âgées vont s'adresser en priorité à ce lieu parce que c'est la mairie de ma commune et puis souvent être réorienté quand le service est présent sur le territoire vers un service plus spécialisé qui est la coordination gérontologique ou le CLIC qui là va pouvoir vraiment apporter un suivi et ce qui sera nécessaire. Ensuite, et ça, je fais la petite pub, on a pas mal travaillé justement sur cet outil où vous avez une fiche CLIC, une fiche CCAS, pour essayer que justement ça permette aux partenaires de bien identifier ces nuances. Et donc, on recherche des partenaires pour faire la phase test, nous faire des retours d'expérience et voir justement comment positionner tout ça dans un programme de formation. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me faire des retours de mail et on se fera un plaisir en tout cas de travailler ça avec vous. Oui, vous dites que les gens les patients qui sont sous tutelle peuvent être amenés à retourner sur leur ancien lieu de vacances. Comment est gérée financièrement? Comment on gère cette situation? Parce que tout en sachant que cette personne, elle doit être accompagnée, je pense. C'est pour ça que c'est pas possible pour tout le monde et qu'il y en a qui le souhaitent et on ne peut pas leur donner, malheureusement, on ne peut pas leur donner satisfaction parce que le budget ne suit pas. Mais quelquefois, il y a des personnes dont le budget le permet et on peut trouver, ou bien c'est l'aide habituelle qui suit, ou bien on trouve sur place des services d'aide à domicile ou de choses comme ça qui peuvent très bien prendre le relais sur le lieu de vacances. Mais quand on peut le faire et que la personne le souhaite, je vous dirais que pour nous, c'est une grande satisfaction que de pouvoir lui donner cette joie. Et il y a même des situations où on peut faire des hébergements temporaires en EHPAD en province pour permettre à la personne dépendante d'aller passer des vacances dans un lieu où elle allait en vacances avant. Et moi, je l'ai déjà fait et c'est plutôt satisfaisant pour les gens. De la même manière, il y a des organismes, par exemple, les Brancardiers de France organisent tous les ans un voyage à Lourdes qui est complètement pris en charge avec des bénévoles, etc. Il y a tout un tas d'associations qui font des voyages, il y a des institutions qui organisent des voyages, que ce soit des EHPAD, que ce soit des longs séjours. Donc oui, on essaye de favoriser ce genre de choses. Alors après, c'est pas forcément dans le lieu où la personne allait habituellement, mais malgré tout, il y a des possibilités. Et c'est pas parce qu'on est en institution ou qu'on est dépendant qu'on n'a pas le droit de partir en vacances. Avec le docteur Chancieux, d'ailleurs, on est sur un très beau projet là, où on va emmener des personnes du SLD en vacances pendant une semaine. On a organisé tout un système et on a trouvé un hébergement par l'association Personneige, donc des lieux qui sont très adaptés aux personnes dépendantes.
Et voilà, comme quoi ça peut être fait. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours réalisable quand il n'y a pas le budget, quand le budget ne suit pas. Mais quand il suit et que ça fait plaisir à la personne, c'est vraiment une satisfaction pour tout le monde. Je reviens sur un élément de réponse à la question précédente sur les clics et les CCAS. Je pense qu'aussi sur les clics, vous avez quasiment tout le temps des équipes pluridisciplinaires avec des travailleurs sociaux et ensuite, selon les cas, des psychologues, des ergothérapeutes et parfois même des médecins coordonnateurs. Donc voilà, c'est aussi des choses qu'on ne trouve pas dans les CCAS. Merci pour vos interventions. Et puis donc on va appeler la dernière table ronde.